Bonsoir, soyez les bienvenus dans Match après Match, une émission en direct de 45 minutes, notre troisième mi-temps à nous, si vous le voulez, qui est consacrée à 100% à l'actualité du foot. Et mon Dieu, qu'elle a été riche, avec tout d'abord cette officialisation, le départ de Vladimir Petković, qui a émis le souhait de délaisser son poste de sélectionneur. Nous parlerons de son choix, du timing de cette annonce, de son bilan, 7 ans passés à diriger notre équipe nationale. Et enfin, qui pour lui succéder? Et au terme de la deuxième journée de Crédit Suisse Super League, il y a déjà quelques constats amers à tirer pour les clubs romans et en particulier pour le FC Sion qui s'est fait humilier à Bâle. Défaite 6-1 cet après-midi. L'identité de nos débatteurs, ils nous ont promis un feu d'artifice en ce 1er août. J'ai le plaisir d'accueillir Dylan Stadelman, Michael Bugnon. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et Carlos Varela, bonsoir. Carlos, on va attaquer avec le premier thème, donc cette rumeur qui a démarré la semaine dernière, qui a pris de l'ampleur et qui a été officialisée mardi dernier par l'ASF. Vladimir Petković quitte donc son poste de sélectionneur. Il était en place depuis quasi 7 ans, jour pour jour. Il avait encore un contrat valable. Est-ce que le timing et ce choix vous a surpris, Carlos? Alors, le timing pour lui, non. Parce que pour moi, il a fait 7 ans. Pour moi, c'est une fin de cycle. On va expliquer après pourquoi. Au niveau de l'équipe nationale, c'est assez dramatique, le timing. On sait ce qui arrive très vite, le mondial, cette qualification qui est en cours déjà, qui a commencé, une double confrontation contre l'Italie. Donc oui, pour l'équipe nationale, c'est un coup très dur. Pour lui, ça ne m'a pas surpris parce que pour moi, c'est un cycle qui est en train de se terminer et je pense que l'équipe nationale est arrivée comme un pic. C'est vrai qu'au niveau personnel, je pense qu'il a aussi atteint peut-être son objectif, c'est-à-dire briser un peu ce plafond de verre, atteindre enfin les quarts de finale avec l'équipe de Suisse. Puis il a envie de voir autre chose aussi. Ça fait 7 ans qu'il entraîne une équipe nationale. Pour un entraîneur, c'est aussi long, 7 ans. Il n'y a pas beaucoup d'équipes nationales qui peuvent compter sur un entraîneur, sur un sélectionneur autant longtemps. Lui, il a eu avant des clubs, la Lazio, IB notamment, plus longtemps. Mais ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas eu un club et je pense qu'il a besoin de nouveaux challenges. Je vais reprendre un peu vos paroles, Mika et Carlos. C'est vrai que sur le plan personnel, alors je dirais oui, c'est le bon timing. Il faut qu'il pense à lui aussi, à son avenir. Il a fait comme 7 ans, comme on l'a dit, avec l'équipe de Suisse. Il a fait de très bons résultats. Après, c'est clair, sur le plan, je dirais plutôt collectif de la Nati, ça c'est compliqué de quitter le navire un peu comme ça à court terme. C'est surtout qu'il reste encore un contrat, donc c'est un peu compliqué pour la Nati. Vous le disiez, messieurs, c'est une fatigue parce qu'effectivement, souvent les changements de sélectionneur s'opèrent après une Coupe du Monde, après un Euro. Là, c'est quoi? C'est le Covid, du coup, qui a un peu tout bousculé parce que la prochaine Coupe du Monde, on y est déjà dedans avec les qualifs et vous l'avez dit, ces échéances. On rappellera quand même que la Suisse affrontera la Grèce en match de préparation le 1er septembre à Bâle, avant 4 jours plus tard d'affronter l'Italie, championne d'Europe en titre, si besoin est-il de le répéter. Et quand même après un Euro. Donc moi je pense, et la discussion, je pense, va être basée autour de ce fameux match contre la France. Je pense que le match contre la France, comme vous l'avez dit, il y a eu plein de choses. Première fois, on est en quart de finale, les pénaltys, c'est fait. Première victoire contre un grand, c'est fait. Et peut-être que lui-même, à ce moment-là, il s'est dit que les jours à suivre ne vont peut-être pas être aussi glorieux de ce qu'on avait. On parle du fameux pic de l'épidémie depuis 2 ans, malheureusement. Mais là, je pense que pour lui, c'est peut-être un pic en disant j'ai accompagné quand même une génération de 23 ans à 30 ans. C'est pour ça que je dis 7 ans, c'est comme Hitzfeld, c'est comme Kobe Kuhn. Donc peut-être qu'il se dit la nouvelle génération ne sera pas pour moi. Donc oui. Voilà, je pense que tout ça a fait que ce match de la France a bouleversé beaucoup de choses. Vous parliez du Covid avant, je pense que ça pose problème à la Suisse en ce moment. C'est que normalement, il devrait y avoir plus de 2 ans avant la Coupe du Monde au Qatar, entre l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022. Et là, finalement, il y a moins d'1 an et demi pour se reconstruire finalement. Alors certes, l'équipe de Suisse a une base, les joueurs vont rester, mis à part, je crois, Mehmedi, mais c'est quasiment le seul qui sera plus là. Maintenant, voir qui sera le nouveau. Est-ce que ce sera quelqu'un à l'interne ? Difficile à savoir pour le moment, mais je pense que pour Petković, c'était presque une logique pour lui. Et il faut quand même noter que la SF a peut-être pas fait tout juste. Parce qu'il y a eu ce début d'Euro un peu compliqué, ce début d'Euro compliqué avec le Pays de Galles, l'Italie. Et après la défaite contre l'Italie, il y a eu une sorte de séance qui a été faite au sein de l'ASF. Et là, Petković s'est peut-être senti en danger, s'est peut-être dit c'est peut-être le moment pour moi d'arrêter aussi.
derrière, il y a eu ce qu'il y a eu, mais c'est peut-être aussi une erreur. C'est tout à fait juste parce on oublie. Je reviens sur ce match de la France. Il a effacé beaucoup de choses parce que Petković a été critiqué quasiment 7 ans. On connaît le Blick, on connaît. Avant le match contre la Turquie, c'était qu'est-ce qui fait jouer Shaqiri, ça va pas, on va droit dans le mur. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être ce match de la France a changé la donne à beaucoup de choses, mais Petković n'a pas eu c'était pas le pays des bisounours pendant 7 ans, alors qu'il a un bilan à l'image de Hitzfeld, Bikun, bon, mais je pense qu'il en a aussi. Il y a des dossiers qui vont sortir plus tard, je pense. Alors son bilan, on va justement enchaîner. On a déjà vu en filigrane quelques chiffres importants. Donc on l'a dit, il a succédé à Otmar Hitzfeld après la Coupe du Monde au Brésil, où on se souvient que la Suisse est passée tout proche de pousser l'Argentine au tir au but, au stade des 8e de finale. Il a quand même dirigé 78 fois notre équipe nationale. Euro 2016, sorti au tir au but contre la Pologne. En 2018, après une phase de groupe extraordinaire, un gros échec face à la Suède, là également au stade des 8e de finale. Et enfin, après avoir réussi une très belle Nations League, on se souvient que la Suisse avait trébuché face au Portugal avant de céder dans la petite finale. Ce quart de finale face à l'Espagne, après avoir éliminé la France, ce plafond de verre, bilan globalement très 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 positif, et pourtant c'est vrai, vous le disiez Carlos, il a jamais vraiment eu une grande cote populaire. Non, je pense déjà son bilan c'est très, très positif. Après je pense qu'il n'a jamais eu le respect que lui, c'est ce qu'il attendait exactement. Si je ne me trompe pas, il a vraiment le ratio point-match le meilleur de l'histoire des coachs de la Nati. Donc ça, faut pas l'oublier. Il est à 1,8. On va pas faire trop de chiffres non plus, mais 1,8, c'est pas mal. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien vraiment, ce qu'il a fait avec l'équipe de Suisse, on a toujours eu un peu cette mentalité très très suisse, très simplet, où on n'ose pas tenter. Et lui, il est arrivé vraiment, puis il a décomplexé cette équipe. Et il a réussi vraiment à mettre son jeu en place, qui est vraiment porté sur l'offensif. Il a réussi à amener vraiment ce culot, à dire aux joueurs vraiment, allez, maintenant vous essayez, vous tentez des choses. Et c'est ce qui a manqué dans les autres années. C'est peut-être ça. Au-delà du bilan comptable, c'est peut-être ça que l'on va retirer. Je ne sais pas si vous partagez cet avis de l'ère Petković. C'est justement cette évolution aussi dans le jeu. Sous Bikun et sous Otmar Hitzfeld, c'est vrai qu'on avait une équipe de Suisse, on peut le dire, défensive, avec toujours un 4-4-2, un 4-2-3-1 qui montrait pas grand-chose. Là, c'est la première fois depuis le début des années 2000, je pense, voire même avant, peut-être c'est la première fois de l'histoire, que la Suisse joue à 3 défenseurs, avec un système offensif, avec quelque chose qui se passe sur le terrain. On l'a même vu pendant l'Euro, il a changé quelque chose, c'était presque un 3-4-3 à certains moments. Et ça, c'est du jamais vu, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que ce système, cette talent offensif, c'est déjà un plus actuel, mais c'est un plus pour l'avenir avec ces joueurs qui vont rester dans l'équipe de Suisse pour le prochain coach. Et je pense que là, excepté les résultats, il y a vraiment autre chose de positif à soulever de Vladimir Petković. Je suis d'accord. Après, moi, le 3-4-3, il a voulu l'imposer à IB aussi à mon époque. Il est très têtu là-dessus. Après, pour pas non plus effacer ce qui a été fait avant, je pense que ce n'est pas les mêmes cadres non plus. Il a des profils de joueurs qui depuis 7 ans, qu'il n'y avait peut-être pas avant en équipe suisse, avec beaucoup de rapidité, des artistes, des gens. Les Suisses ont toujours manqué de créateurs. Et d'un coup, il y a un Shaqiri qui avait 23 ans quand il a commencé en équipe, avec Petković en équipe nationale. Donc ça a permis aussi de faire un jeu plus offensif, mais c'est vrai qu'il aide dans cette dynamique-là. Et oui, je répète, on parle d'un bon bilan. Moi, je suis convaincu qu'il a fait un bon bilan parce qu'on ne va pas parler des chiffres, mais il a joué quand même contre des gros. Avant, les Suisses jouaient contre Liechtenstein, là, il a fait la Nation League, donc ce n'était pas des matchs faciles. Mais sans cette victoire contre la France, on l'a vu, et je le répète, on l'a vu après la Suède, après tous ces tournois, ce serait été négatif pour les gens. Et c'est la première fois qu'on voit la Suisse dans la rue avec des drapeaux, et ça m'a fait tellement plaisir après la France, c'était la première fois qu'ils ont pu fêter. Donc ils vont se souvenir de ça, et c'était Petković. Et je pense que ce match va embellir son bilan, qui est bon, mais on se serait surtout souvenu de ces éliminations contre des équipes faisables. Et vous parliez des gros, moi j'ai l'impression que les gros en ce moment, ils ont peur un peu de la Suisse, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors on a vu la France qui croyait gagner facilement pendant l'Euro, mais j'ai l'impression, on a vu des matchs nuls contre l'Allemagne, contre l'Espagne en qualification de la Nations League, on a vu des bons matchs à l'Euro. Les autres ont peur, ce n'était pas le cas avant, j'ai l'impression. Vous l'avez côtoyé, vous l'avez dit en filigrane, l'homme Vladimir Petković, c'est vrai qu'aux yeux du grand public, il est très secret, très, très, très réservé.
Vous l'écrivez comment? Il est comme ça. Alors c'est très classe. Quand on se voit récemment, il aime bien parler de foot, mais toujours très discret, classe. C'est pas un gueulard, mais il peut être direct, très direct dans son bureau. Et nous, un jour, on adorait ça parce qu'il n'y a pas besoin d'exprimer ça. Des fois, il mentait à la presse pour protéger son équipe. Il pouvait même dire excellent match et puis droit derrière dire t'as été catastrophique lundi, j'attends ça et ça, mais il dégage ce qu'il a dégagé avec l'équipe suisse. Il n'y a jamais eu trop de polémiques, mais ça déplaisait. Hein. Des fois, on veut des entraîneurs qui mettent plus le feu sur le banc et disent il est pas. C'est toujours basé sur le résultat. Si tu as du succès, ça va. Si tu n'as pas de succès, ils vont dire il n'est pas assez hargneux. Moi, j'ai adoré travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui est dans le respect du moins de 18 jusqu'aux joueurs expérimentés. Et je pense qu'en équipe suisse, on a vu qu'ils se sont battus pour lui. Et ça, pour moi, c'est la clé. Quand on est coach ou sélectionneur, c'est que les joueurs se battent pour toi. On n'a pas vu beaucoup de réactions de joueurs suite à cette annonce. Je vais prendre un terme fort, d'être planté comme ça en pleine qualif. Comment ils doivent ressentir les choses? Moi, je pense qu'ils ont eu un choc. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas. Petkovic, il a pris cette décision lorsqu'il était en vacances. Il a reçu l'appel justement du club français de Bordeaux. Et il a pris vraiment ça un peu... il a pris le taureau par les cornes. Il a dit ça y est, maintenant c'est le bon timing pour moi. En tout cas, ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Exactement. À Bordeaux, Hein. Exactement. Et puis, donc il est parti sans forcément avertir ou prévenir les joueurs. Personne sentait venir cette décision. Ben, moi le premier. Il a pu, vous qui le connaissez mieux que nous ici en plateau, en parler avec ses tauliers. Granit Xhaka, on pense à lui en premier. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ça a été un choc. Cette complicité avec Xhaka, Shaqiri... Et puis, j'y crois non plus pas qu'il a décidé ça 6 jours avant. Mais ça concerne que moi. Moi, je pense vraiment qu'à la fin de l'Euro... C'est un langage servi aux médias lors de la première conférence de presse à Bordeaux. Ça ne regarde que moi. Je pense que c'est quand même un chamboulement. C'est 2 métiers complètement différents, sélectionneur, entraîneur. Et on ne peut pas choisir en 6 jours. On ne peut pas se projeter en 6 jours avec sa femme en disant « Ah ouais, chérie, mets tes valises, on part à Bordeaux ». Peut-être, j'y crois. Je pense que ça avait fuité. Je pense que c'était déjà dans l'air pour ses proches ou même quelques joueurs. Bon alors, messieurs, Bordeaux. Alors, avant de parler du choix, ce n'est effectivement pas la première fois que Vladimir Petkovic va entraîner en club. Alors, on en a déjà un, IB. Rapide tour de table, je vous prends peut-être à froid. Pouvez-vous me citer les clubs où il a passé par le passé, Dylan? Je vous donne la pioche en premier. Alors, à Bellinzone. Exactement, où il avait... Malcontone-Agno aussi. Exactement, mais Bellinzone, où il avait battu le FC Saint-Gall en barrage. Il avait réussi à amener Bellinzone en première division helvétique. Du coup, transfert à IB, où il rate 2 ans de suite, on peut le dire, hein, le titre, en terminant 2e. Michael Bugnon. Le FC Sion. Quelques matchs, pas beaucoup, mais non. Quelques matchs. Là aussi, il était arrivé juste avant les barrages. Le FC Sion qui s'était sauvé face au FC Aaro. Effectivement, Malcontone-Agno, Lugano, hein, on se souvient que les 2 clubs aient fusionné. Il a eu 2 expériences à l'étranger, ce sera sa 3e. Alors, il y a eu la Lazio qui était bonne, mais c'est celle qui me fait peur, c'est qu'en Turquie, ça s'est mal passé. Je me projette sur la question, c'est pour ça que je compare Bordeaux à la Turquie, parce qu'il n'aura pas le français, il n'aura pas comme la Turquie. Donc c'est vrai qu'ils sont, à part la Lazio, où pour moi l'Italie, ça se rapprochait peut-être du Tessin, donc ça collait mieux à son foot, on connaît un peu. Turquie, les médias, ça je sais que c'est quelque chose qu'il n'aime pas, cet harcèlement qu'il y a eu, cette médiatisation qu'il y a eu. Et là, je pense qu'en France, il va un peu retrouver ça, parce que nous, peut-être qu'on le sait mieux que lui. Les médias français, les journaux. C'est pas comme ça en France, je crois. Non. On a déjà eu quelques entrefilets à la présentation officielle où certains grands médias français, hein, le journal L'Équipe en tête d'affiche, s'étonnaient de ne pas voir Vladimir Petkovic répondre en français. Il sait le français. Nous, on peut parler avec lui en français, mais voilà, pour les analyses tactiques et répondre aux médias, il préfère utiliser sa langue maternelle. C'est ce qui lui a aussi mis une partie de la presse alémanique sur le dos, clairement. Bah oui, et quand il est fâché, c'est souvent l'italien qui arrive. Donc, c'est pas que la presse, il faudra dialoguer avec son équipe, avec ses leaders.
pas beaucoup d'Italiens en Ligue 1. Donc, non. Alors, je souhaite tout qu'ils réussissent, parce qu'ils méritent de réussir, mais ça va être difficile. La France, on connaît. Bordeaux, c'est pas non plus une équipe qui carbure depuis un moment. Moi, je l'ai juste vu en difficulté. Il prenait vraiment un peu pour lui quand il y avait des critiques. Et à IB, avec le Blick, on disait, vous êtes têtus, ils jouent 4-4-2, ils ont du succès, vous venez avec votre 3-4-3. Il a dit, on va y arriver, ça nous a coûté 3-4 mois. Donc, est-ce qu'en France, tu as autant le temps Voilà, moi, j'ai peur parce qu'il aura l'étiquette suisse. Malgré qu'il est bosnien, moi, je suis sûr qu'il aura l'étiquette suisse. Et ben, on sait ce que les Français pensent. Et puis, il arrive en France en ayant battu la France. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le teasing, je vous invite à aller voir sur le site des Girondins de Bordeaux le clip vidéo qui annonce l'arrivée de Vladimir Petkovic avec les images de la Suisse qui bat la France. Elle a déjà fait un tollé dans l'Hexagone. Mais il a promis de prendre des cours de français. Mais bon, Bordeaux, enfin, je ne sous-estime pas la Ligue 1 sur la scène européenne, mais quand on part de là avec ce quart de finale où on a failli sortir l'Espagne, Bordeaux, c'est 12e la saison dernière, ils ont évité la faillite de peu. On a Gérard Lopez, assez sulfureux, qui a réussi à remonter Lille et là qui promet de remonter Bordeaux. Mais on part un peu d'un chantier dévasté, non ? Ouais, ben moi, je pense vraiment c'est une personne déjà de courage qui aime les challenges. Et là, comme vous le dites Alain, Bordeaux, ils ont fini 12e l'année passée. Je crois que même sur les 3 dernières saisons, ils ont fini dans la deuxième partie de tableau. Donc c'est vraiment une équipe actuellement qui n'est pas bonne, il faut le dire. Et lui, je pense que qu'il aime ça, qu'il aime vraiment ces challenges difficiles, mais comme avec la Suisse, il a ramené la Suisse vraiment de bas en haut. Et je pense qu'il a besoin de ces challenges difficiles. Avec Bordeaux, maintenant, il n'a rien à perdre. Il va aller là-bas, il va imposer son jeu. Et son objectif, c'est vraiment d'ici 2 ou 3 ans de ramener Bordeaux sur la scène internationale. 3 ans de contrat pour lui, mais si on fait l'état des lieux, on mettra Paris, Lyon, Monaco, Lille, Rennes, on en met beaucoup, Marseille bien évidemment, on en met en tout cas 7 ou 8, 10. Non, après, Ineos, il est obligé d'être ambitieux. Moi, je trouve quand même Bordeaux, j'ai visité les infrastructures, c'est classe. C'est un club, leur château, leur terrain d'entraînement, et puis c'est un club de tradition, il y a quand même eu des Zidane, c'est quand même... C'est un beau club. Après, voilà, l'année dernière, ça a été une catastrophe, mais il y a eu des problèmes en bureau, ça fait 15 défaites de suite, ils allaient droit dans le mur, mais c'est quand même Bordeaux. Je trouve pas que c'est la petite adresse. Pour moi, c'est pas Angers, c'est pas... Ça reste un club emblématique. Oui, et puis il y a quand même des stars qui sont passées par là. Voilà. Sportivement, il est obligé de dire qu'on joue l'Europe, mais Bordeaux, c'est critiqué chaque année de leur manière de travailler. Les experts disent que c'est une catastrophe dans le recrutement. Donc peut-être que le Suisse, on va dire, je vais l'appeler le Suisse, va mettre un peu d'ordre dans les structures. Donc non, je lui souhaite que du bon, mais je trouve que Bordeaux, c'est quand même pas un petit club. Dernier trophée en 2013, une Coupe de France, champion en 2009. Mais pour vous partagez cet avis ? Ça reste une bonne adresse ? Justement, moi je pense qu'historiquement, c'est un grand nom du championnat de France. 6 fois champion. On parlait de ses mauvaises places ces 3 dernières saisons, mais avant, c'était quand même 3 fois 6e consécutivement. Donc, dans un championnat où Paris devenait quand même très fort, où il y avait déjà Marseille, Lille, etc., je pense que Bordeaux, c'est possible de les qualifier pour l'Europe. Après, il y a cette histoire de projet avec Lopez. On ne sait pas tout non plus. Il a réussi quelque chose à Lille. Va-t-il le faire également à Bordeaux ? On va quand même rappeler qu'il a quitté Lille avec pas mal de dettes. Donc, on ne sait pas trop où il va, mais il doit y avoir un projet là derrière. En tout cas, on a vu quelques chiffres fuités. On parle d'une enveloppe de 130 millions pour reconstruire un effectif. Il y a de la matière. Peut-être quelques internationaux suisses qui pourraient, pourquoi pas, rejoindre la Ligue 1. Sur un forum des Girondins de Bordeaux, ça parle de Christian Fasnard d'ailleurs. Déjà, voyez, vous ne croyez pas si bien dire. Et c'est une belle région en plus. Oui, j'imagine. Alors, on sent l'épicurien là, dans vos propos, Dylan. Bon, messieurs, et maintenant, on fait quoi ? Parce que le successeur naturel aux yeux de beaucoup avait pour nom Lucien Favre, mais le Vaudois, très rapidement, a coupé fin à toutes ces spéculations. Alors, du coup, je vous cite une ribambelle de noms qui ont circulé. Marcel Koller, Martin Schmidt, Urs Fischer, René Weiler, ou encore, peut-être un peu moins crédible, Murat Yakin, Alex Frey. Et on a même vu des noms comme Joachim Löw et Arsène Wenger. Alors, Arsène Wenger, vous y croyez ? Crédible ? Crédible, oui. On a bien eu Otmar Hitzfeld, j'ai envie de dire. Mais
j'ai l'impression que c'est un peu une folle rumeur, parce que les médias français disent c'est selon le Blick, le Blick dit c'est selon des médias français, donc j'ai l'impression que c'est plus une rumeur qu'autre chose. Wenger n'a plus entraîné depuis 2018, il a maintenant un poste à la FIFA, j'ai pas l'impression que ce soit forcément le genre de défi à 71 ans qu'il a envie de relever. Surtout, c'est comme tu dis, surtout à son âge, quand tu as un poste à la FIFA comme ça, je pense pas que tu as envie de reprendre une équipe nationale, et puis surtout avec là où Petkovic a laissé l'équipe suisse. Bon, Hitzfeld avait un lien avec la Suisse que n'a pas Arsène Wenger. Vous y croyez, vous Non, j'y crois. Bon, j'ai pas d'avis. Je sais que ça va être très, très, très compliqué parce que il y aura la pression. Je pense qu'il n'aura pas le temps. Les Suisses ne vont pas dire ah ben t'auras le temps. Ils sortent d'un quart de finale de l'Euro, donc moi, personnellement, mes pistes me mènent à Marcel Koller, qui a une expérience avec l'équipe d'Autriche, qui a eu du succès. Il est suisse, il est libre. Donc je ne pense pas qu'ils auront le temps de brasser tout ça. Le problème pour l'équipe suisse, c'est que est-ce qu'ils vont penser à court terme et après se séparer de lui et penser à long terme, parce que pour moi, c'est deux choses complètement différentes, parce qu'il y a la nouvelle génération qui arrive, donc ils sont dans un... Là, on n'a pas de Petkovic, mais là, si on se tourne du côté de la Nazi, c'est compliqué le choix. Mais justement, parce que c'était ma prochaine question, et vous l'amenez très bien. Comment on va gérer cette situation? On l'a dit, les premiers matchs, c'est dans un mois, et Dieu sait qu'ils sont importants. On rappellera quand même le mode de qualification pour le Qatar. Si vous terminez premier de groupe, vous êtes qualifié d'office. Il y a 10 groupes de qualification. Il y a 12 places pour les nations européennes, donc les 10 premiers de chaque groupe seront qualifiés. Les 8 meilleurs deuxièmes disputeront des barrages et il va falloir passer 2 tours de barrage pour aller au Qatar. Sachant que les adversaires sont beaucoup plus coriaces que pour la qualification d'un Euro. Peut-être que ça a aussi trotté dans l'esprit de Petkovic pour dicter son choix. Mais là, on va revenir sur le successeur. Situation à court terme, où on met... on ne peut pas mettre le Qatar en parenthèse, mais où on mise déjà sur une période plus longue. Alors moi, je pense qu'à mon avis, ils regardent en premier lieu court terme, et si ça marche, ils vont le prolonger. Après, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils doivent trouver la bonne personne maintenant, et moi je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui connaît déjà la Nati, même avec les juniors, etc. Et moi j'ai une piste, je suis quasiment convaincu. Alors ça va poser problème de son côté à lui, pour moi c'est Bernard Chaland, qui est toujours sous contrat avec le Kosovo, mais au moins lui il connaît l'organisation de l'équipe nationale. Il est entraîneur junior, il a fait une dizaine d'années avec la Nati, avec les juniors. Et moi, je pense que c'est lui qui va s'adapter le plus rapidement possible à la situation. Et c'est aussi une personne qui maîtrise les langues nationales, qui a eu les équipes nationales, effectivement. Son nom aussi apparaît sur une shortlist. Lui ou d'autres? Vu le timing, ça pourrait même être quelqu'un qui est déjà à l'interne, entre guillemets, de l'équipe nationale, celui qui est peut-être un niveau plus bas, Mauro Lustrinelli. Après, a-t-il l'expérience pour ça? C'est compliqué. Pierluigi Tami, qui a entraîné longtemps les juniors, enfin les jeunes des équipes de Suisse, et qui maintenant est directeur des équipes nationales. Il était avec l'équipe de Suisse à l'Euro. Donc, à court terme, ça pourrait être ce genre de solution. Après, effectivement, des gens qui ont une expérience avec une équipe nationale, ça me paraît primordial à ce moment-là. Carlos parlait de Marcel Koller. Ça pourrait être, pourquoi pas, même un Allemand comme Jürgen Klinsmann ou Joachim Löw, mais j'y crois moins. Moi, j'espère pas, en tout cas. Après, tout dépend de leurs décisions. Ils peuvent très bien, je dis pas sucrer le mondial, mais vraiment prendre conscience. On est en fin de cycle, se lancer complètement dans un nouveau cycle. Moi, j'apprécie bien Raphaël Vicky, par exemple, que j'ai vu travailler à Servette, dans les académies, avant d'aller à Bâle. Peut-être qu'ils se disent, le dur est fait, le plus gros est fait dans l'équipe nationale, ça ne va pas non plus partir dans tous les sens dans un an, et puis qu'ils se projettent déjà avec un entraîneur... en espérant qu'il fasse comme Petkovic aussi longtemps, mais ça on ne sait jamais. C'est peut-être un peu ce qu'ils vont dire, on n'est pas là pour faire du bricolage en disant on prend un pour le mondial, puis après on se sépare. Peut-être qu'ils vont accepter que c'est un fin de cycle et puis ce projet, puis ça va prendre du temps pour le choisir, il faut vraiment qu'ils réfléchissent. Parce que le challenge, c'est de savoir si vous embarquez, entre guillemets, dans le projet en prévision du Qatar ou pas. D'où la solution Tami, vous y croyez peut-être ? Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas parce que peut-être... moi, je crois vraiment que peut-être qu'ils vont se lancer qu'ils ont peut-être en amont, ça a peut-être surpris la décision de Petkovic, mais en amont, ils ont peut-être déjà des candidats parce qu'ils savent qu'un sélectionneur, c'est pas non plus 10 ans ou plus. Je pense qu'on va être surpris autant du départ de Petkovic par l'arrivée. Moi, je verrais bien un jeune
mais qui puisse accompagner cette nouvelle génération. Je pense que le mot-clé de l'équipe nationale, à partir d'aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui arrive, parce qu'après ce mondial, on n'aura pas la même équipe nationale après pour la suite. Donc je pense que ça va être important quand même de connaître ces nouveaux jeunes. Je note, Carlos Varela mise sur Raphaël Vicky, 1 du 8 2021. Votre nom, surprise, sortie du chapeau. Surprise. Vous en avez un peut-être Gabé Chapuisat m'a confirmé qu'il n'est pas candidat. Peut-être tout d'un coup, Roberto Di Matteo, qui a plus de travail depuis 2016. Ça pourrait être le genre d'entraîneur intéressant. Après, Vicky, c'est jeune. Oui, c'est très jeune. C'est vrai que moi, ça m'avait surpris même quand Petkovic avait pris l'équipe nationale, parce que souvent, c'est la dernière étape de prendre une sélection, parce que c'est pas le même métier, c'est pas le même stress. Donc, voilà. J'apprécie Vicky, mais c'est vrai qu'il a peut-être d'autres ambitions de continuer dans son club. Oh, Di Matteo, aussi un lien. Oui, justement, il y a peut-être quelque chose. Ça peut être une surprise. Et Dylan, mot de surprise? Surprise, mais moi, il n'y en a pas. C'est comme. C'est colère. Non, mais en fait, c'est que j'ai vraiment 3 noms où je me tâte encore. Comme je disais avant, c'est Bernard Chalande. Bernard Chalande. Je vois bien Urs Fischer, qui connaît aussi bien le championnat suisse. Qui aurait refusé. Mais il est trop au top en apparemment. Bundesliga. Et là, il est sous contrat encore jusqu'en 2023, donc je ne pense pas qu'il va partir si facilement. Après, je rejoins un peu Carlos, c'est par rapport à Vicky. Il parlait de la paire valaisanne avec Martin Schmidt et puis Vicky en tant qu'assistant. Et Martin Schmidt, maintenant, il est quoi, directeur sportif à Mainz. Il a plus tellement, il est plus entraîneur, donc peut-être que ça lui manque. Donc s'ils arrivent peut-être à avoir cette complémentarité avec Vicky et puis Schmidt, je pense que ça peut être pas mal aussi. Et puis Vicky connaît bien, il parle bien l'allemand, le français, donc il parle bien les langues, donc je pense que c'est aussi un avantage. Grosse pression, comment la SF va gérer ça? Parce que le prochain rassemblement, c'est quand même d'ici 3 semaines. Alors, le nom devrait quand même être connu, on va dire, dans la semaine à venir. Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Mais à mon avis, c'est dans la communication qu'ils devront être clairs. Trouver une solution interne. Moi c'est pour ça que je n'y crois pas trop, les tamis et tout ça, parce qu'ils ont déjà une fonction, il faudrait remplacer leur fonction après. Peut-être qu'ils sont perdus, peut-être qu'ils n'ont vraiment pas de nom, il y en a qui vont refuser, parce que je répète que la tâche du successeur, ça ne va pas être on prend une équipe qui n'a rien gagné. Ça a fait peur, comme vous l'avez très bien dit, ça fait peur à quasiment toute l'Europe, la Suisse maintenant. Donc il y aura une pression sur les épaules. Donc ça va être dans la communication. Est-ce qu'ils se lancent dans un projet? Est-ce qu'ils ont un nom? Mais la solution interne, ce serait peut-être plus justement pour du très court terme. C'est-à-dire, là, on n'a pas de solution maintenant. On dit, les matchs de septembre, c'est Tami ou c'est Lustrinelli qui s'en occupe. Comme ça nous laisse le temps de trouver quelqu'un. L'équipe, je l'ai dit, c'est la même. Donc finalement, Tami, Lustrinelli, ils les connaissent, ces joueurs. Surtout Pierluigi Tami. Donc je me dis peut-être que pour le très court terme, ça peut être une solution. Après, je ne pense pas que Pierluigi Tami sera l'entraîneur à la Coupe du Monde 2022, pour autant que la Suisse y soit. Mais ça, j'y crois pas. Le temps d'assurer en fait, en intérim, peut-être le temps qu'il trouve encore un entraîneur stable et qui correspond justement à la Nati. On rappellera les prochaines échéances importantes puisque la Suisse recevra l'Italie le 5 septembre prochain à Bâle et 3 jours plus tard se déplacera en Irlande du Nord. Donc 2 adversaires coriaces sur la route de l'équipe nationale dont le successeur de Vladimir Petkovic n'est toujours pas connu en ce 1er août. 20h29, nous sommes toujours en direct et l'on va laisser l'équipe nationale de côté pour se consacrer au débrief de cette 2e journée de Crédit Suisse Super League avec 2 clubs romans qui inquiètent particulièrement et l'on va s'arrêter au chevet du FC Sion. Alors battu sans venin par Servette la semaine dernière, humilié aujourd'hui à Bâle 6-1. Alors ok, Servette, Bâle et IB lors de la 3e journée qui se profile. Ce n'est pas un début facile, mais dans la manière, l'état d'esprit, le jeu, on reste vraiment très très déçu de ce que l'on a vu du FC Sion. Oui, moi je m'arrêterai sur l'état d'esprit. Après le jeu, on en reparlera plus tard. Là, ils ont eu un calendrier qu'on savait que ça allait être compliqué. Moi, je le répète, l'esprit valaisan, s'ils sont à fond, il est quasiment unique en Suisse. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de leur dire, vous êtes relégués si vous perdez à Bâle.
et peut-être qu'ils gagnent 3-0 à Bâle. J'ai l'impression qu'il faut se mettre en mode survie et je ne comprends pas que ça fait pas longtemps qu'ils étaient dans ce mode survie et ils font des performances, on les voit courir en bas en haut. Les Valaisans, pour moi, ça ne va pas passer par le jeu. Mais dans le foot, on n'est pas obligé de faire des schémas, sortir le ballon, construire le jeu pour gagner des matchs. Et le Valais a des valeurs que, pour moi, je répète, ils sont uniques. Et on ne les voit pas. Et ma question, c'est pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi les joueurs ne sont pas prêts à mettre le bleu de travail et faire mal? Et ça devient facile de jouer contre le FC Sion alors que ça fait pas longtemps ou longtemps, se frotter au Sion, ça faisait mal aux chevilles. Et moi, en tant que Roman, on a envie de retrouver ces valeurs parce que voilà, on a de la peine à exister en Suisse, les Romans. Et c'est quelque chose qui fait mal de voir que Sion n'a pas au moins ça. Parce qu'on ne peut pas dire que là, Sion est sous pression, on démarre une nouvelle saison. Il y a quoi? Manque parce qu'on le voit aujourd'hui, 3 buts sur balle arrêtée, des replis défensifs catastrophiques. On a vraiment l'impression que c'était une équipe de juniors qui servait de sparring partner à une équipe professionnelle aujourd'hui. Bien sûr, mais moi j'ai un problème avec eux, c'est que c'est déjà plusieurs années, c'est que tu as zéro stabilité. Et chaque année, c'est la même chose au niveau des transferts. Ils n'essayent pas de former une équipe, mais ils vont chaque fois piocher des joueurs à gauche, à droite, en disant « Ah bah tiens, lui il est bon, il le prend. Tiens, lui il est bon, il le prend. » Et ils ne regardent pas en fait, où est-ce qu'il y a un manque. Ils prennent, mais sans forcément former d'équipe. Et là, on peut voir, il n'y a aucune cohésion entre les joueurs sur le terrain. Et c'est chaque année, c'est la même chose. Bon, là, on repart avec Marco Valquer qui a réussi cette mission sauvetage. Sauf que, messieurs, je ne sais pas si vous voyez très bien où il veut amener son équipe. Moi, j'ai surtout l'impression que le problème, il est plus profond que tout ça. Parce que perdre contre Servette, perdre contre Bâle, c'est pas grave. Mais le fait est qu'il y a des erreurs tactiques, il y a des erreurs techniques, il y a des contre-attaques à 2 contre 1 en deuxième journée. On a l'impression de voir des joueurs fatigués. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce sauvetage qui a eu lieu? Est-ce que certains sont justement fatigués de tout ça? Mais c'est des joueurs professionnels. Moi, je vois pas qu'un état d'esprit. Je vois un autre problème là derrière. Après, Marco Valquer, oui. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment les joueurs pour? Peut-être. Moi, je pense qu'ils ont l'équipe pour normalement se stabiliser en Super League. Mais voilà, on le sait, les problèmes qu'il y a avec les entraîneurs à Sion. Est-ce qu'il va avoir sa chance longtemps? Ça, c'est encore un autre problème. Ça se sent qu'il n'y a pas une bonne ambiance en tant que téléspectateur. On peut voir les joueurs qui ne tirent vraiment pas tous sur la même corde. Et ça, voilà, on sait qu'il y a un peu des clans à l'intérieur de l'équipe et ça se ressent presque sur le terrain. Donc il ferait mieux un peu de recruter des footballeurs plutôt au niveau de la mentalité que de se baser sur le talent. Peut-être qu'ils essayent. Zoufi, je pense que c'est bon, il avait la bonne mentalité. Après, ma question, c'est est-ce que si on met tous les Bâlois aujourd'hui, le maillot de Sion, est-ce qu'il y a 6-0 pour Sion? Et c'est ça ma question, c'est que j'ai l'impression que les joueurs, quand ils arrivent en Valais, dans un club où la culture... Alors, je ne sais pas s'ils l'ont ou si on ne leur a pas dit, mais la culture du Valais, c'est se battre. Le public, à l'image de cette équipe, j'ai l'impression qu'ils ne le font plus. Il y a beaucoup d'exemples pendant 5 ans. Ils n'arrivent pas à mettre le bleu de travail à Sion, alors que pour moi, c'est leur marque de fabrique. Alors, je suis peut-être de la vieille école, mais pour moi, c'est ça. Et pourquoi ? Est-ce qu'ils sont trop à l'aise? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont trop bien payés? On peut se poser la question. Est-ce qu'ils deviennent dans un confort en disant « Ah, bah, j'ai mes 3 ans de contrat ». J'ai quand même des exemples, sans critiquer le recrutement, parce qu'on ne va pas se plaindre s'il y a des gens, des présidents qui payent les joueurs pour jouer au foot. Mais des fois, on les caresse peut-être un peu trop et peut-être qu'ils n'arrivent pas ensuite à se faire violence, parce que ce n'est pas possible, pour moi, de signer au FC Sion et de ne pas comprendre et pas d'avoir dans la tête que pendant 90 minutes, il faut que je finisse sur les rotules. Et en plus, je répète, c'est un public facile. Les Valaisans, ils ont de la valeur que si tu mouilles le maillot, tu dois finir sur les rotules. C'est assez simple pour un joueur professionnel. Enfin, je pense que c'est le minimum qu'on peut leur demander. Et il faut être clair, ils ne le font pas. Je ne vois pas des joueurs fatigués. Alors oui, ils ne sont peut-être pas en forme, mais je ne vois pas des joueurs dans l'effort, courageux dans l'effort, à la fin du match, épuisés. Et ça me démange. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, au programme de l'émission, on n'avait pas prévu de parler du FC Sion, mais avec ce que l'on a vu aujourd'hui, cumulé à ce que l'on a vu la semaine dernière, où justement, pas de venin, pas d'agressivité dans un derby du Rhône, ça c'est impardonnable pour le supporter valaisan. Et là, je vous pique la formule, c'est un éternel recommencement pour le FC Sion. Chaque début de saison, on se dit, ah bah ils ont fait 1-2 retouches, parler de stabilité, ok, là on continue avec l'entraîneur qui a amené cette très belle dynamique, qui a perdu au FC Sion de se sauver.
Et patatras, aujourd'hui, on est déjà recouvert de WhatsApp, de supporters de FC Sion qui, après 20 minutes, sont déjà en dépression à la deuxième journée de championnat. On a presque à chaque fois envie d'y croire, en fait, c'est ça. Il y a deux, trois recrues, il y a des retouches, Marco Valquer qui sauve le club, il se passe quelque chose. Puis finalement, patatras. Là, honnêtement, c'est même, j'ai l'impression, plus grave que l'année passée. C'est de plus en plus grave et au bout d'un moment, ça va quand même finir par casser. Bon, messieurs, il y a quand même une question qui a été posée au principal intéressé à la sortie du match d'aujourd'hui, Marco Valquer. Forcément, à Sion, on connaît le contexte. Nos collègues alémaniques lui ont posé l'inévitable question, non pas parce qu'il y avait 2 matchs 0 points, mais par rapport à ce que l'équipe montrait sur le terrain, s'il se sentait particulièrement menacé. En football, on ne sait jamais. Je sais bien que ce match contre Bâle pourrait être mon dernier, mais cette décision ne m'appartient pas. Je reste focalisé sur mon travail ainsi que sur l'analyse que je dois faire de l'équipe afin de la faire évoluer la semaine prochaine. Mais tout le reste ne m'appartient pas. Le fait que Christian Constantin quitte le stade à la mi-temps n'est pas un signe positif pour vous. Il a totalement raison de quitter le stade après 45 minutes. On n'a rien fait pour justifier le moindre franc qu'il investit chaque mois. Bon, voilà les questions que souvent les journalistes, parce que c'est peut-être aussi le FC Sion à la deuxième journée, mais c'est vrai qu'aussi là, le départ du président, Non, mais ça fait parler. oui, mais alors déjà, Il ne faut rien retenir de cette interview. Non, on a la deuxième. Il me dérange l'interview parce que c'est juste parce qu'il est à Sion et on veut faire réagir Constantin. Dans n'importe quel club au monde, il y a des équipes qui perdent 2 matchs 0 points. Qu'on dise qu'ils sont comme l'année dernière, 6-0, bah c'est 6-0, c'est avec 3 points en jeu, donc il n'y a pas non plus feu au lac. Hein. Donc on peut, sans parler de la manière, etc. L'interview, c'est dirigé parce que c'est le FC Sion, on va lui poser, on va faire où ça pique. C'est pour ça que ça me dérange. Et que Constantin quitte le stade, eh ben, on peut aussi tourner ça en disant il aime tellement son club, il ne veut pas voir ce naufrage continuer, il prend la voiture, il veut éviter les interviews, il rentre en Valais, et puis on continue à travailler pour le prochain match. Mais je vous relance, alors est-ce que c'est justement pas ce contexte-là qui pèse sur l'état d'esprit des joueurs? Moi, je défendrais toujours les présidents qui aiment leur club, qui payent des joueurs pour mouiller le maillot. Pour moi, les fautifs, c'est les joueurs. Mouillez votre maillot. C'est pas compliqué. Finissez sur les rotules, on vous pardonnera pas mal de choses. Et là, je pense que même un 6-0, il te pardonne si tu finis en sorte. Vous avez vu l'attitude de Goetze hier, 33 tirs à 3 pour IB, mais à l'image de l'Italie, ça taclait, ça contrait les frappes, ça se jubilait quand il contrait un tir. Faites-le. Franchement, après tout le reste, c'est parce que c'est FC Sion et puis on a les caméras là-dessus. Mais les joueurs, finissez sur les rotules. Moi, c'est le message que parce qu'on ne voit pas ça. Alors, c'est que moi, je repose la question au niveau des transferts. C'est est-ce qu'ils vont vraiment chercher les bons joueurs avec la bonne mentalité pour jouer au FC Sion? Toi, tu l'as très bien dit, Carlos. C'est un club qui est très particulier. J'adore justement le COP valaisan. Ils aiment, comme tu as dit, je reprends tes mots, ils aiment voir les joueurs qui finissent sur les rotules. Et là, actuellement, ils ne le font pas. Et je me pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment cette mentalité-là pour le faire? Et je ne suis pas si sûr. Pour moi, un joueur professionnel doit, c'est clair, c'est son boulot. Alors peut-être la solution que je dirais, peut-être faites des contrats d'1 an, et celui qui ne finit pas sur les rotules de 36 matchs, tu peux te chercher un club. Ou alors... Ça, c'est aussi une solution qu'on enlève le confort à des joueurs peut-être qui ne le méritent pas, et puis on va crescendo. J'ai toujours peur des joueurs qui sont vite dans leur... Voilà. Parce que j'en ai entendu, malheureusement, où tu leur poses la question, ça va, ils disent, je suis bien, j'ai 3 ans de contrat. Pas passion, hein, en général. Je suis bien, j'ai 3 ans de contrat. C'est leur réponse. Ça me dérange. J'ai l'impression que Sion est devenu peut-être aussi un de ces clubs, un peu un lieu de passage. C'est plus un club de cœur pour certains. On a vu, par exemple, aujourd'hui, il y a une attitude qui m'a un peu surprise. C'est Stojkovic qui est tout content de marquer 6-1. Il va chercher le ballon, il va absolument... Peut-être qu'il joue presque trop pour lui-même, alors que tout le match, on ne le voit pas. Quand son coéquipier obtient le pénalty, il va chercher le ballon, il veut absolument marquer son but. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'état d'esprit idéal. Alors, je ne mets pas la faute sur lui, mais il y a peut-être plusieurs joueurs dans cet état d'esprit-là. Lui, il veut peut-être juste se montrer pour aller jouer dans un autre club. Bon, messieurs, samedi prochain, déplacement de Young Boys au stade de Tourbillon. On ne peut que souhaiter pour les Valaisans et leurs supporters qu'il y ait une réaction. Puis, il y aura la Coupe de Suisse. Et la semaine d'après, le FC Sion se déplacera à Saint-Gall. Donc là
là aussi du croustillant. Autre club roman qui a raté son début de championnat, 2 sorties moyennes, voire même décevantes. Dans le contenu, là aussi, hein, c'est le FC Lausanne Sport, 2 matchs, 0 points. On pouvait s'y attendre quand même avec tous les changements qu'il y a eu. Malheureusement, oui, on pouvait s'y attendre. Après, pour comparer, je me fais du souci pour les romans en général, pour ces 2 clubs cette année. Lausanne, un peu moins, parce que je vois comme de la révolte. Quand je vois un Puertas qui veut remonter ses troupes, je vois Ouattara qui est très mobile, et on sent que... Alors oui, ils repartent à 0 aussi, parce qu'il faut se reconstruire, peut-être encore plus loin que le FC Sion. Mais je sens, il y a des signes qui te disent qu'ils peuvent aller arracher quelque chose. Il y a des valeurs qu'ils ont montrées, pas dans le jeu, parce que dans le jeu, il y a beaucoup d'équipes, même un Zurich qui n'est pas flamboyant à part leur compte dans le jeu. Donc dans le jeu, on ne va pas dire qu'ils ont le temps, mais ça peut changer. Mais il y a des attitudes quand même positives à tirer, chose qu'à Sion, il y en a eu beaucoup moins. Donc Lausanne, à mon avis, ce sera une saison difficile, due à leur philosophie de repartir. Mais j'ai quand même vu au moins plus de révolte. En fait, on peut voir déjà qu'il y a déjà une ambiance déjà beaucoup plus saine à l'interne par rapport à Sion. Après, là où je ne suis pas étonné, c'est par rapport aux 2 matchs 0 points. Ils jouent avec beaucoup de jeunes. Alors oui, il faut promouvoir les jeunes, je suis vraiment de ce côté-là, mais à un certain niveau. On doit avoir un équilibre entre joueurs expérimentés et puis jeunes. Carlos, il connaît bien encore à l'ancienne école. Quand tu étais jeune, tu devais être en premier lieu sélectionné. Et puis ensuite, si tu étais bon, tu jouais les 5 dernières minutes. Et là, j'ai l'impression qu'on balance un peu les jeunes comme ça. Et puis derrière, on veut des résultats. À un moment donné, il faut choisir. Moi, il n'y a pas de souci, tu peux faire jouer les jeunes, mais derrière, il ne faut pas tellement avoir une telle expectation. Carlos parlait de révolte avant à Lausanne. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Borenovic, à la pause, il a fait quelque chose. Il a changé quelque chose. Il a même changé de système au 2e match à la mi-temps. Et ça, je trouve quand même que c'est un joli... Ça montre quelque chose. Ça montre qu'il a des idées, qu'il a envie de changer les choses, qu'il est certes pas content du début de saison de son équipe. Il a joué à 2 attaquants en 2e mi-temps contre Zurich. C'était un peu mieux. Certes, ils ont fini par perdre. Mais je pense effectivement que Lausanne a moins de soucis à se faire que Sion. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi 0 points. Ouais, laisser du temps au temps pour les Lausannois. Les automatismes doivent se mettre en place. Servette, rapidement, messieurs, qui... malheureusement, avec une semaine contrastée, compliquée même. Alors, victoire face à Molde lors du match retour, mais élimination. Et puis aujourd'hui, il a manqué un peu de fraîcheur face à Lugano. Lugano, ça reste Lugano, toujours compliqué à jouer. Et Servette, on a payé les frais aujourd'hui. Oui, Lugano, pour beaucoup de personnes, aller jouer le bas du tableau, peut-être ce sera le cas. Hein, mais cette année, on a vraiment une Super League, pour moi, très relevée. On a quasiment les meilleures adresses en Super League, donc ça va faire du mal pour le reléguer, etc. Servette, super match en coupe, malgré l'élimination. Et j'ai envie de dire, il y a juste un petit bémol à Servette, c'est qu'à chaque fois qu'ils peuvent faire le pas important où on fait « waouh, premier, ils sont premiers », ils seraient avec Bâle premier, malheureusement, surpris, on est surpris. Un petit croche-pied. Voilà, et comme s'ils ne veulent pas trop qu'on les voie, venir en sous-marin, mais le fond est là, le jeu est là, les stats sont là, donc il y a peut-être de la fatigue. On savait que c'était peut-être un cadeau empoisonné, la Conference League, du calendrier, etc. Donc on aurait bien aimé qu'il passe, mais là, on va dire que c'est un couac, mais ça ne remet pas mal de choses en question, parce que voilà. Le projet est sur les rails. À Servette, on a quand même vu, même s'il y a cette défaite aujourd'hui, moi j'ai regardé le match contre Molde en semaine, malgré l'élimination, du très beau jeu. Je pense que c'est l'équipe romande qui finira le plus haut. Par rapport à Lausanne et Sion, ce qu'on a vu sur ce début de saison, il n'y a pas photo. Voilà, on a vu une équipe solide, des joueurs très techniques au milieu, très mobiles également, des attaquants qui marquent. Contre Molde, c'est pas toujours facile. Et je pense que Servette a largement les capacités de finir en haut. Pour moi, c'est l'équipe romande qui a le meilleur équilibre dans leur système. C'est sur ces mots positifs qu'on va terminer, parce que, messieurs, on va libérer nos téléspectateurs. Il y a les feux d'artifice pour autant que la météo soit avec nous à tirer. Merci Carlos Varela, Michael Bugnon et Dylan Stadelman. Vous voyez, l'actualité du football reste toujours riche, et même après 2 journées de championnat. On arrive, nous, journalistes, à déjà tirer quelques conclusions. Heureusement que les experts sont là, nos consultants, pour tempérer les médias qui vont peut-être vite en besogne. Et là, on parle bien évidemment du poste de Marco Valquer. Voilà, merci de nous être fidèles. On vous donne rendez-vous le week-end prochain sur Blue Sport pour de nouvelles émotions. Allez, bye bye.